Fais attention, ça glisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le milieu aquatique à proximité du Petit Bornand avec Ludovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide de pêche professionnel. Tout à fait. Et pour vous ici c'est un des terrains de jeu de prédilection, à ce que j'ai compris. C'est une des 9 plus belles rivières qu'on ait en Haute-Savoie, oui, tout à fait. On va vous faire vivre aujourd'hui la pêche à la mouche comme vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue dans Destination Montagne, nous on se retrouve juste après le topo de la semaine. On va d'ailleurs monter bien plus haut puisque maintenant que les beaux jours sont là, on va partir sur les hauteurs de la vallée de Chamonix, direction l'Aiguille du Tour. Un sommet assez simple qui culmine à 3540 mètres, parfait pour une initiation alpinisme. Pour cela, direction les remontées mécaniques du Tour, derrière Argentière. Même si on peut commencer à pied depuis le parking, l'option fainéantise n'est pas une honte car on se rattrape sur les 2 heures de marche pour rejoindre le refuge Albert Ier, étape obligatoire pour la nuit. Dès les premières heures du lendemain, on cramponne et on part nord-est sur la piste des autres cordées qui nous précèdent. En une grosse heure et demie de marche, soit 2 ressauts plus tard, on arrive au pied du petit couloir menant au col supérieur du Tour. De ce point, frontière franco-suisse, il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes de marche pour rejoindre la fine Rimet et finir par quelques longueurs de mixte, au départ des arêtes de chaque côté dépendant des conditions. Avec quelques sangles ou même cordes tendues, on arrive au sommet, point de vue incontournable sur les massifs suisses, italiens et français. Il ne reste plus qu'à redescendre par le même itinéraire, vous devriez arriver en début d'après-midi à votre point de départ. Là, vu le débit et vu qu'il n'y a pas encore d'insectes, on va d'abord réaliser une pêche en nymphe. Donc on va pêcher sous l'eau avec des imitations de stade larvaire pour présenter ça aux poissons. Et dès le début de l'éclosion, ils vont être vraiment sur les larves. Et c'est assez stupéfiant de voir une rivière qui va se réveiller d'un coup. Tu vas faire 50 mètres, tu vas faire 1 ou 2 poissons simplement, et sur les 50 mètres qui vont suivre, tu vas peut-être faire 15, 20, 25, peut-être 30 poissons, parce qu'ils sont dehors, parce qu'il y a la nourriture qui est là. Donc c'est à moi de trouver, et en mettant les bonnes choses. Donc pour mettre les bonnes choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Et automatiquement, tu retournes les pierres. Donc on va regarder les insectes. Alors voilà, tu vois, regarde, voilà. Là on est sur des insectes, ici, là. Des témoins de qualité d'eau. C'est ce que les gens appellent la patache. Et là sur ma main, il y a une toute petite éphémère avec des petites pointes noires sur le dos. D'accord? Ça c'est la larve de Baitis. Ça va te donner toutes les petites éphémères tout au long de l'année. Donc là je regarde la tonalité de couleur, de l'olive, du gris, un peu plus jaune là, ici. Donc je vais me baser sur ces couleurs-là pour adapter justement mes mouches. Donc elles étaient en arrière. Là le poisson que j'ai eu, l'info que j'ai eu, c'est qu'elles sont sur les arrières de cou. Donc là on va monter un petit peu. Comme ici, il y en a une là. On devrait le savoir assez rapidement. Il y a un peu d'eau. Donc tu vois, là j'ai eu une info tout à l'heure, c'est que j'avais un poisson qui était là sur l'arrière. Donc je l'ai piqué, mais je l'ai décroché au bout de 2-3 secondes. Qui n'était pas trop vilain, mais là sur la zone là, amont, j'ai rien. Ça veut dire que les poissons ne sont pas encore vraiment installés. Donc il faut que j'aille chercher, tu vois, les petits amortis apparemment, puisque là on a une vitesse de courant qui est assez faible. Donc je pense qu'elle devrait être par là-bas. Donc là je vais redescendre dans l'eau, tranquillement. Voilà. Ici. Alors toujours avec la plus grande discrétion possible aussi. Et par là-bas, on devrait peut-être trouver des poissons en activité. Voilà, là je suis pas mal. Hop. Je suis pas mal, mais elles veulent pas. Allez mes coquines.
Là, on a une. C'est une petite truite de la rivière qui est magnifique, qui a des couleurs assez, tu vois, elle a pris la potence. Donc ce qu'on va faire, on va refroidir la main pour ne pas la brûler. Hein. Tu vois, donc je mets ma main déjà préalablement dans l'eau là. Tu vois. Et ça, c'est une petite truite qui doit pas avoir tout à fait 2 ans, tu vois, de la rivière. Alors. Donc elle a pris l'imitation de Baitis. Hop là, oui, je sais, bah voilà. Au moins elle est remise à l'eau. Donc on sait que, voilà. Il y a déjà une teinte qui marche. Comment on voit un spot plus qu'un autre? C'est au feeling, c'est à l'expérience? Alors c'est un peu... Ce sont des paramètres qui sont assemblés en fait. C'est-à-dire qu'avant de venir sur une rivière, je regarde les débits de la rivière. Hein, il y a des informations qu'on peut trouver sur le net. Hein, voilà. Il y a des obligations faites à EDF pour les mettre. Donc s'il y a un barrage à un endroit ou une borne, ça me permet de savoir le débit. Mais après, il faut savoir où elle est placée. Parce que le débit en haut n'est pas le même que le débit en bas. Parce qu'il y a des entrants au niveau rivière. Après, ça va être fonction du vent, fonction de l'ensoleillement, en fonction de la saison. Donc en fait, oui, comme tu disais, je rayonne sur toute la Haute-Savoie pour trouver les endroits qui me semblent les plus adaptés pour enseigner. Et pour amener tes élèves du coup. Voilà, c'est ça, pour enseigner au niveau de mes élèves. Donc à partir de là, leur permettre d'acquérir un maximum de techniques en ayant le plus souvent possible la cerise sur le gâteau, qui est à dire prendre une truite ou deux dans la journée, sachant qu'après ça peut être plus que ça, mais voilà. Le but, c'est quand on prend un guide, c'est d'acquérir de la technique pour pouvoir être indépendant derrière et se faire plaisir tout seul. C'est un plaisir un peu égoïste. Les pêcheurs, on aime bien être solitaire, ou des fois on va pêcher avec un ami ou avec un ou deux, mais le tout, c'est de pouvoir être apte derrière à reproduire des gestes qui sont corrects pour pouvoir se faire plaisir en pleine nature. Et en attendant justement d'acquérir toute cette technique, je vous propose un dossier de la semaine qui nous emmène un petit peu plus haut en Haute-Savoie, et nous on revient ici juste après. Nous sommes à La Plaine Joux, un lieu prisé des parapentistes et des randonneurs. Parmi ces derniers, vous avez peut-être déjà aperçu Mathieu, avec un drôle d'engin sur le dos. Je travaille pour la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. On a un partenariat avec Google qui nous demande de promouvoir les sentiers du Pays du Mont-Blanc. Donc je porte une caméra, un tracker et je marche dans les différents sentiers des 10 communes du Pays du Mont-Blanc. Voilà. Puis après on fait une boucle et on revient. Au total, ce sont plus de 500 km que Mathieu a parcouru. L'engin de 25 kg est muni d'une quinzaine de caméras reliées à un disque dur. Là, il va chercher un peu, comme quoi tout est bien connecté. De cette manière, le sentier de la randonnée sera visible en ligne à 360 degrés. Les utilisateurs pourront alors consulter leur itinéraire avant de partir en vadrouille, idéal pour préparer les expéditions et pour éviter de se perdre. C'est d'essayer de promouvoir la randonnée au niveau local, mais au niveau international, vu que les images vont être mises en ligne sur Google Maps, c'est-à-dire que partout dans le monde, on pourra voir les images du Pays du Mont-Blanc. Et puis c'est une idée ensuite qui a été vue par la commission Sentier, Yann Jacaz, qui est vice-président à la communauté de communes, qui anime cette commission, qui est une commission qui est vraiment très active au sein de la communauté de communes et qui aime bien les nouveaux projets comme ça aussi numériques, où on croise les choses, et donc on a appuyé ce projet pour que ça se mette vite en place. Déjà en fonctionnement dans d'autres régions, le Google Tracker compte bien référencer les plus beaux sentiers pour une meilleure accessibilité du public. Et s'il vous est arrivé de le croiser, pas de panique, il floute automatiquement les visages. Une chose est sûre, le randonneur du futur sera connecté. Encore pas ça. Ouais, il manque un peu d'énergie. Tire vraiment sur la canne au départ. Je tire vraiment sur la canne. Voilà, ça c'est mieux, on l'a vu voler en l'air. Oui, okay. C'est bien. Bon, pendant que je m'entraîne, tout de suite c'est la Minute Matos. François Pirot nous a trouvé quelque chose avec le milieu halieutique. J'attends d'en savoir plus. Quand la rivière est un peu trop joufflue pour s'imaginer taquiner les poissons, il vous reste les activités aquatiques d'eau vive. Les Américains ont eu la bonne idée de faire évoluer les raftings vers cette structure gonflable insubmersible extrêmement sécurisée. Traditionnellement, avec le rafting, le retournement et la nage forcée sont en général garantis à l'équipage, en l'exposant aux éléments et aux blessures potentielles. Avec Creature Craft, tout le monde reste assis dans le bateau grâce à la conception de la cage de protection qui empêche le bateau de se retourner. La cage de protection aide également à protéger l'équipage des roches et autres objets lorsque le bateau est sur le côté. Ces embarcations sont disponibles sur le site du fabricant en différents modèles, tailles et coloris. Il existe aussi des modèles adaptés aux services de secours et des versions motorisées. En revanche, il y a bien sûr une mauvaise nouvelle et c'est le prix, qui évolue entre 5 000 et 15 000 $.
Ludovic, toi, ça fait maintenant plusieurs années, voire un peu plus d'une dizaine d'années, tu me disais que tu es guide de pêche ici en Savoie, Haute-Savoie. Et il y a une philosophie qui va avec toutes tes leçons, vraiment, c'est l'importance du no-kill, du catch and release. Pourquoi déjà, question bête et méchante, pourquoi ça te tient à cœur? Alors ça me tient à cœur parce que, comme tu peux le comprendre, je suis extrêmement souvent au bord de l'eau. Donc j'ai des techniques de pêche qui sont efficaces, hein. Une fois que tu maîtrises certaines données, que ce soit la pêche à la mouche comme aujourd'hui, ou les pêches au toc, ou les pêches au leurre. Et c'est important de pouvoir garder, si tu veux, une population assez stable. Le principe même, c'est de pouvoir venir au bord de l'eau, profiter de la nature comme on peut le faire aujourd'hui, mais aussi de pouvoir se dire, ma rivière, elle a un potentiel de pêche qui est de temps. Si je commence moi à prélever mes poissons, tu penses bien que je vais faire beaucoup de dégâts. Parce que c'est quand tu as des très belles journées et tu peux faire énormément de poissons. Alors tu es limité par la législation, mais il n'empêche que d'enlever une part, ça me gêne. C'est devenu plus des compagnons de jeu, entre parenthèses, parce que c'est pas tout à fait un jeu, c'est quand même pour moi un métier. Puis même je respecte énormément la nature, donc je ne viens pas l'impacter plus que je ne devrais. A l'inverse, ça permet aux gens qui veulent garder de temps en temps un poisson, que j'arrive à comprendre, de pouvoir trouver encore des poissons dans les rivières aussi. Si on commence tous à prélever, il n'y aura plus que de l'eau. Mais ça serait à l'inverse de mon éthique. Je ne peux pas garder de poissons. C'est pas possible. Et ça, quel que soit le style de pêche ou quels que soient les poissons que tu vas pêcher? Voilà, tout à fait. Donc moi, je pratique une pêche avec un certain respect de la nature. Je pêche constamment sans ardillon. Pour exemple, encore plus flagrant, les leurres sont équipés de 2 hameçons triples, par exemple. Moi, je pêche qu'avec des hameçons simples sans ardillon. Ça ne m'empêche pas de prendre des poissons. J'en perds plus ou moins qu'avec des triples, mais par contre les blessures occasionnées sont bien moindres. Et c'est quand même mieux de pouvoir remettre un poisson dans les meilleures conditions pour pouvoir le retrouver derrière. Moi, ce que j'aime voir, c'est dans les no-kill par exemple, parce qu'on a des parcours réservés comme ça, hein, sur certaines rivières, ici et puis en France, hein, un peu partout, où tu rencontres une petite truite comme ça, on va dire, je l'ai rencontrée il y a 5-6 ans, et à l'heure actuelle, c'est un poisson magnifique parce qu'elle a le droit de grossir, on ne prélève pas dedans, c'est interdit de prélever. Et ça permet justement d'avoir aussi des combats différents. C'est un poisson un peu plus rusé. Donc c'est à nous de nous casser la tête pour trouver ce qui va lui plaire ce jour-là, si elle est dehors. Et voilà, moi j'aime bien les pêches un peu difficiles comme ça. Et puis on essaie de transmettre ça. J'ai une vision, c'est ce que je vends à travers mes stagiaires aussi, c'est d'être des gestionnaires, de se faire plaisir, passer un bon moment en pleine nature, cerise sur le gâteau, faire du poisson, tout en limitant notre impact. Je ne jette pas mes fils à l'eau, je ne jette pas mes boîtes de verre, je mets tout dans ma poche. Là, j'ai une poubelle de poche. Voilà. Quand je monte mes badines, les petits bouts de fil, ils vont là. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager ta passion aujourd'hui pour les belles eaux et pour ce sport quand même qui est pas banal, mais qui mérite d'être un peu plus connu, un peu plus médiatisé. On est bien en tout cas, merci à vous. Merci de me permettre. Voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve très vite, mais tout de suite, quelques images choisies. D'ici là, à très vite sur 8 Mont Blanc. On voulait trouver des vidéos de pêche, ambiance au milieu coule une rivière, saut de poisson au ralenti, et puis on est très vite tombé sur ces images produites par la grande compagnie de boissons surénergisantes au goût improbable. À l'image, 2 des plus talentueux kayakistes du moment, le catalan Aniol Serrasolses et la championne du monde de slalom 2013, Nouria Newman, qui vient de Chambéry. On félicitera aussi l'équipe qui a réalisé ces images, le pilote de drone et le monteur qui a forcément passé des heures en post-production. Pour l'anecdote, cet effet d'image s'appelle le tilt shift et c'est très compliqué à faire. Bonne semaine à tous, on revient très vite et comme d'habitude, soyez très prudents en montagne.